8000. Ils sont 8000 paraplégiques ou tétraplégiques en Suisse, victimes d'un accident de la route ou du travail, parfois suite à une maladie grave comme la sclérose en plaques ou le cancer. Du jour au lendemain, ils se retrouvent handicapés à la suite d'une lésion profonde de la colonne vertébrale. Désormais, leur mobilité se résume à un fauteuil roulant avec un espoir, celui de remarcher un jour. La colonne vertébrale, c'est la cage qui protège la moelle épinière. Nous avons 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires et 1 sacré. Vous voyez sur ce schéma, vous avez le cerveau, vous avez la moelle épinière qui est une espèce de ruban qui a la largeur d'1 pouce, qui s'étend depuis la base du crâne jusqu'environ à la 12e vertèbre dorsale. Donc cette moelle est protégée par ce qu'on appelle le corps de la vertèbre qui est à l'avant, ce qu'on appelle les lames qui protègent, et vous avez finalement une espèce de, depuis haut jusqu'en bas, une espèce de canal dans lequel on va trouver cette moelle. Donc elle est protégée par l'os. Alors qu'est-ce que la paraplégie, qu'est-ce que la tétraplégie? C'est que lorsque la moelle épinière est lésée, soit ça peut être un accident, ça peut être un coup de fusil, ça peut être une maladie, une tumeur. Il faut imaginer que les structures à l'intérieur nobles, donc le système nerveux qui va transmettre les informations de la périphérie jusqu'au cerveau et les ordres qu'on va donner pour bouger par exemple une jambe ou pour uriner par exemple, ces lésions sont touchées. Alors, lorsque la lésion de la moelle épinière se trouve au niveau cervical, nous allons avoir ce qu'on appelle une tétraplégie. Et qu'est-ce que ça veut dire une tétraplégie? Ça veut dire que la personne va perdre complètement ou partiellement l'usage de ses bras et de ses jambes. Et lorsque la lésion de la moelle épinière se situe en dessous de la vertèbre cervicale à 7e, donc dans la région dorsale ou plus bas, nous allons avoir ce qu'on appelle une paraplégie. Ça veut dire que la personne va perdre complètement, partiellement l'usage de ses jambes, ainsi que des sphincters, ça veut dire la vessie et l'intestin. Et lorsque vous avez, par exemple, une fracture, un accident de voiture, chute dans la piscine ou autre, il faut imaginer que la partie postérieure du corps vertébral, ou cette partie-là, va reculer, ou sera des petits morceaux. Et donc, la moelle va se retrouver tout d'un coup dans un espace qui est réduit. Et comme l'os n'est pas extensible, donc alors c'est sûr que la compression va faire souffrir la moelle. Et donc, la personne va perdre la fonction de ses membres. Une fois surmontés les traumatismes physiques et psychiques, les victimes doivent apprendre à vivre avec leur handicap, à vaincre leur douleur, leur découragement, leur solitude. Pour eux, c'est le début d'un long combat de réadaptation dans des centres spécialisés. La Suisse en compte 2, un à Notteville dans le canton de Lucerne, l'autre à Sion avec la clinique romande de réadaptation. Cet établissement, fondé il y a une dizaine d'années, est équipé des dernières technologies de pointe en matière de rééducation physique et mentale, tout en bénéficiant d'un encadrement de thérapeutes hautement qualifiés. L'objectif de toute prise en charge pour un paratétraplégique, c'est exploiter à fur et à mesure ce qui revient. Donc, je prends l'exemple d'un paraplégique qui arrive à la clinique qui n'a aucune fonction au niveau des jambes. Alors, on va faire en sorte de lui apprendre à vivre sans, disons, entre guillemets, sans ses jambes, sans l'utilisation de ses jambes. Et à fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui revient, et ça peut être le gros orteil qui commence à bouger, ça peut être le quadriceps qui commence à bouger, on va exploiter, renforcer ce mouvement pour le rendre au maximum autonome. Et pour cela, il y a bien sûr l'aspect de la prévention des complications de la paraplégie. Ça veut dire qu'on va les mobiliser passivement pour éviter que les articulations s'en raidissent. Parce que s'il récupère la force motrice et puis les articulations sont raides, il ne va pas pouvoir, disons, utiliser ces articulations. L'électrostimulation fonctionnelle, comme on la connaît en réadaptation, c'est quelque chose qui est relativement ancien quand même. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'essais fin des années 60, début des années 70 pour appliquer mieux cette technique de stimulation chez le paratétraplégique. Alors, ça a commencé par des électrodes superficielles avec les appareils que les patients portent à la ceinture. Après, il y a eu ce qu'on appelle le parastep, c'est une espèce de marchette
sur lesquels il y a des commandes et le patient peut donc stimuler les muscles selon une certaine séquence pour se mettre debout déjà et après pour marcher. Et il y a eu également les études, une étude donc européenne avec à l'initiative de l'équipe de Montpellier qui avait implanté, donc essayé d'implanter des électrodes dans les muscles qu'on utilise pour la marche, avec un stimulateur qui se trouve donc aussi implanté dans la paroi abdominale. Cette rééducation a des coûts très importants pris en charge par les caisses d'assurance maladie ou accident. C'est le cas pour la SUVA, propriétaire de la clinique de réadaptation de Sion. L'apparition de nouvelles techniques de soins et de rééducation a totalement changé la donne. Désormais, de nombreux paraplégiques aspirent à une existence épanouie en faisant du sport, en ayant une activité professionnelle, en ayant une famille. De leur côté, de nombreux chercheurs et de médecins estiment que la paraplégie n'est pas irréversible en tentant de réduire l'entrave à la mobilité et à abandonner un jour le fauteuil roulant. En travaillant inlassablement à trouver des solutions, la recherche scientifique a réalisé ces dernières années des avancées remarquables. En Suisse, des expériences cliniques financées par des organismes privés visant à restituer des facultés de locomotion ont déjà commencé, comme nous l'explique Félix Teuber, membre de l'IRP, Fondation internationale pour la recherche en paraplégie. C'est une institution qui a été créée en 1995 par 2 paraplégiques, un médecin genevois, le docteur Alain Rossier, professeur, un spécialiste de la paraplégie, et un de ses patients, un publicitaire zurichois. Et cette fondation a été créée pour drainer des fonds qui seraient injectés dans la recherche scientifique avec un objectif très clair, qui est d'essayer de réussir ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire la réparation de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, qui a été endommagée lors d'un accident et qui est à l'origine de la paraplégie. Mais cette recherche coûte très cher. Pour trouver les sommes nécessaires à son financement, de nombreuses personnes n'ont pas hésité à s'investir bénévolement, comme nous l'explique Erika Vanner qui organise le bal du printemps. Cette manifestation de prestige qui attire chaque année le tout Genève et de nombreuses personnalités internationales permet de récolter des sommes importantes qui sont versées en totalité à la Fondation internationale pour la recherche en paraplégie. Mon trio du départ, c'est donc Alain Delon, Leslie Caron et Simon Depury comme commissaire-priseur pour notre vente aux enchères, qui ont toujours été là avec nous. Et ces dernières années, se sont ajoutés Lambert Wilson et Grace de Capitani. Ah oui, c'est merveilleux. Cette réunion pour essayer d'aider la recherche pour la paraplégie, c'est très fort. On est tous réunis, on est tous concernés. Et c'est très bien. On se sent solidaire d'une belle cause. C'est toute une année de travail et puis avec beaucoup de plaisir évidemment, avec énormément de sponsors qu'on a besoin pour cela, des financements pour différents volets de la soirée, des donateurs pour une magnifique tombola chaque année, pour les donateurs pour une vente aux enchères, pour le signer du programme, parce que dans le programme il y a un signé numéroté, donc c'est tiré à la soirée la plupart du temps par Alain Delon et Leslie Caron quand ils sont présents, et pendant toutes ces années ils étaient presque chaque année présents. Tout au début, c'était la famille Mouawad, donc les joailleries Mouawad, qui nous ont aidés depuis le début et chaque année. Ensuite, se sont greffées les joailleries Adler, les joailleries Jahan et beaucoup d'autres. Il y a des annonceurs de notre programme qui sont Cartier, qui sont Piaget, qui sont vraiment tous les grands noms, et pas seulement l'horlogerie, c'est aussi les banquiers qui prennent des tables pour inviter leurs clients à notre soirée. Il y a tant de différentes personnes et institutions ou firmes qui s'impliquent dans notre soirée. Pourquoi des fonds privés ? C'est parce que la paraplégie est une maladie, au fond, relativement rare. En Suisse, il y a 8000 paraplégiques. Et donc, c'est un peu une maladie orpheline qui ne bénéficie pas des gros budgets des pouvoirs publics dans le domaine de la recherche médicale. Donc l'appoint des milieux privés, comme l'IRP, est extrêmement utile et nécessaire si on veut accélérer un peu le processus.
Alors, la Fondation, elle fait appel à la charité publique, en quelque sorte. Et elle essaye, par son action, par son travail d'information, par la sensibilisation du public, elle essaye de motiver les gens à donner de l'argent pour la recherche en paraplégie. Et au fond, elle est un médiateur, elle est un facilitateur, la Fondation. Tout se prépare d'année en année. Et donc une fois on a posé la question, parce que notre soirée c'est toujours le 21 mars, et on a posé la question à ma secrétaire, mais quand est-ce qu'Erika commence à faire le prochain bal du printemps? Elle a tout simplement répondu demain. Pour stimuler cette recherche, l'IRP a créé le prix Ulrich Schallenberg en mémoire de celui qui fut son créateur. Aujourd'hui disparu, ce publicitaire zurichois devenu paraplégique avait consacré toute son énergie et son talent envers ses semblables. Alors le prix Schellenberg, c'est pas l'activité la plus ancienne de la Fondation. C'est un prix qui a été institué il y a 5 ou 6 ans, qui est doté de 100 000 francs par année et qui est destiné à récompenser un chercheur spécialisé dans la neurologie et la régénération nerveuse et qui se trouve en pleine force de sa carrière. L'arrière-pensée, c'est un peu de faire envie à des jeunes chercheurs, à des jeunes médecins, à des jeunes post-doctorants, de faire carrière dans le domaine de la paraplégie. Et à côté de cette activité-là, il y en a une alors qui est plus traditionnelle, qui est de soutenir des projets de recherche provenant de chercheurs, de laboratoires de recherche un peu partout dans le monde. Ce que la Fondation essaye de faire, c'est d'identifier les centres de compétences les meilleurs dans ce domaine et sur appel annuel à la communauté scientifique de sélectionner les dossiers qui sont les plus prometteurs, qui ont les meilleures chances de déboucher sur des progrès et de financer ces travaux. Parmi ces 8000 handicapés en Suisse, nous avons rencontré Marc Ristori. Avec un palmarès national et international impressionnant, le champion genevois qui a débuté le motocross de haut niveau à 14 ans se voyait à l'aube d'une carrière mondiale prometteuse. À l'issue de ses participations au Supercross de Paris, Moscou et Barcelone, il finissait 4e en 2006 au championnat du monde MX3. Mais en novembre 2007, lors du dernier Supercross à Palexpo, le Genevois est victime d'une grave chute lors d'une épreuve. Relevé avec une importante lésion à la colonne vertébrale, Marc Ristori a perdu depuis l'usage de ses 2 jambes. Après une opération pour stabiliser ses vertèbres dorsales et un séjour de plusieurs mois à Notteville, il commençait une rééducation à la clinique de Sion afin de retrouver au plus vite son appartement de Genève qui a dû être partiellement adapté à son handicap, non sans difficulté. Bon, en premier lieu, c'est la salle de bain, c'est vraiment primordial que ce soit fait le plus rapidement possible. Et là, il a fallu vraiment se battre. Et c'est vrai que c'est indispensable, vu que je ne pouvais pas rentrer dans les toilettes. Donc tout ce qui est un peu sphère intime, c'était indispensable qu'il y ait la salle de bain. Donc ça a été fait, et puis maintenant, c'est vrai que c'est bien pratique. La cuisine, bon, pour l'instant, c'est vraiment compliqué, parce que j'ai toujours pas eu, les travaux n'ont toujours pas été faits. Donc ça fait quand même près du mois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour se faire manger tous les jours. Donc là, ça n'a pas encore été commencé, donc on attend sur ça. J'attends sur ça. Et c'est vrai que pour la vie de tous les jours, c'est vraiment embêtant de ne pas pouvoir, utiliser la cuisine, quoi. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. La personne handicapée doit aussi faire face aux lenteurs administratives de tout genre et aux décideurs pas toujours sensibles aux nombreux problèmes de leur quotidien. Je pense que c'est vraiment administratif. C'est qu'il y a des gens, qui sont là pour nous aider à nous réinsérer, entre guillemets. Mais en même temps, au niveau administration, c'est la catastrophe. Je parle vraiment personnellement, quoi. Je veux dire, quand vous ne pouvez pas justement sortir de centre parce que votre appartement n'est pas encore adapté, c'est vrai que c'est limite, quoi. Donc passer 6 mois, 7 mois, 8 mois dans un centre, il y en a qui passent 1 an, 2 ans. Donc c'est vrai que ça fait long. Et moi, le gros problème que j'ai actuellement, c'est surtout au niveau de l'AI. Je ne dis pas pour la réinsertion professionnelle, mais plutôt justement pour tout ce qui est réadaptation, justement salle de bain, cuisine, au niveau justement des sous.
au niveau des autorisations, au niveau de oui, on paye ça, on paye pas ça. Là, c'est actuellement un peu le gros chantier. Et puis, c'est vrai que ça prend sur le moral au bout d'un moment. Ouais. Les difficultés rencontrées sont avant tout d'ordre cantonal, les lois genevoises actuelles étant encore mal adaptées aux problèmes individuels de l'handicapé. Et ce qui me dérange, moi, plus personnellement, c'est qu'en fait, il sort des articles de loi, quoi, tout simplement. C'est que quand vous dites, ouais, mais attendez, écoutez, vous pouvez pas un peu gérer au cas par cas, non, c'est la loi. La loi, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui me pose un peu problème, quoi. C'est qu'on est un peu coincé là-dessus et il mélange un peu tout, je crois. Et puis, de temps en temps, il faudra peut-être qu'ils viennent sur place, se rendre compte de ce que c'est que la paraplégie exactement. De se rendre compte que c'est pas simple et dans ces cas-là, il faut régler au cas par cas, quoi. Vous pouvez pas gérer deux dossiers de la même façon, quoi. Je pense que c'est impossible. Marc Ristori est resté un battant qui refuse catégoriquement de baisser les bras. Sportif avant tout, le champion genevois songe déjà à une nouvelle carrière individuelle dans des épreuves d'athlétisme de haut niveau réservées aux handicapés. Actuellement, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est du sport, donc plutôt athlétisme, sport individuel en tout cas. J'ai pas envie de faire de sport par équipe, ça m'intéresse pas. Et donc ouais, ce serait bien de commencer ça. Maintenant, il y a tout justement ce côté, la vie, quoi, la vie professionnelle, l'insertion professionnelle, genre de choses à régler. Donc c'est vrai que ça passe par là d'abord avant je dirais le sport. Et ça prend du temps. Par contre, je suis vraiment conscient que les mecs qui font ça, justement, au JO, en Paralympique, sont vraiment des bêtes, quoi. Et ça sera aussi dur que je dirais dans le sport valide, quoi. Pour rester en forme et pouvoir réaliser son rêve, Marc Ristori s'entraîne plusieurs heures par jour. Tous les matins, quand je me lève, j'essaie de faire ça. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et l'objectif, c'est de faire ça 2 à 3 heures par jour. C'est vraiment pour essayer de faire bouger un maximum mes jambes. Je ne supporte pas de voir mes jambes inactives. Donc déjà d'une part pour ça et d'une autre part pour vraiment essayer d'être le mieux possible dans la vie de tous les jours. On se souvient de Claire Regazzoni, le pilote suisse de Formule 1 devenu paraplégique lors d'une course et qui œuvra longtemps pour sensibiliser le public aux nombreux problèmes de déplacement rencontrés tous les jours par les paraplégiques. C'est clair, Claire Regazzoni a fait de belles choses. Maintenant, reprendre ça, moi j'ai un peu le reprendre peut-être à ma façon. Oui, c'est sûr, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour justement que les gens se rendent compte ce qu'est la paraplégie. Et puis c'est vrai que par rapport à mon image de sportif, je vais essayer de la représenter, de montrer au mieux au public qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Et au niveau du sport, ouais, montrer que c'est clair qu'il y a une réinsertion possible dans le sport, ça c'est sûr. Et j'ai des objectifs, pour moi actuellement, je vais les garder pour moi, mais c'est vrai que si je dois faire quelque chose, c'est sérieusement, quoi. C'est pas pour rigoler, quoi. Dans les démarches scientifiques un peu partout dans le monde, y compris en Suisse ou à Zurich, il y a un spécialiste très, très calé dans ce domaine. On s'est aperçu que ces mécanismes de la régénération, de la difficulté à activer cette régénération, que ces mécanismes commençaient à être lisibles. Et donc, il y a un fol espoir qui est né de faire une percée pour réussir cette régénération. Et c'est un chemin qui est lent, qui est progressif. On progresse chaque année et l'espoir demeure, bien qu'on se rende compte que ça ne va pas être demain matin et que ça ne va certainement pas bénéficier probablement pas bénéficier à des paraplégiques qui le sont depuis longtemps, mais à des gens qui ont été récemment accidentés. Là, on peut peut-être enrayer cette espèce de dégradation du système nerveux et de la moelle épinière et réparer, au moins dans une certaine mesure, la moelle épinière de façon à ce que les fonctions qui sont perturbées puissent être améliorées ou rétablies.